Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, mon livre, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, est enfin sorti. L'idée du livre est simple, raconter les grandes époques de la NBA comme si elles appartenaient à des univers de cinéma, de séries ou de manga. Chaque chapitre plonge dans une ambiance différente pour revivre ces histoires autrement. Si ça vous intrigue, que vous aimez la NBA et la pop culture, vous trouverez toutes les infos dans la description. Donovan Mitchell vient d'emmener Cleveland en finale de conférence et j'ai l'impression que ça n'intéresse personne, mais genre vraiment personne. Alors à quel moment ce que fait ce mec est juste devenu normal pour tout le monde? On parle quand même d'un mec qui avec sa team vient tout juste de sortir Détroit, tête de série numéro 1 de l'Est en 7 matchs. Tout ça après avoir déjà survécu à une guerre au premier tour face aux Raptors en 7 matchs aussi. Pourtant je pense que les gens se rendent compte que Spida est fort, pas de soucis, mais je pense qu'aujourd'hui il dépasse ce stade. Ce mec, et ça fait des années de ça dure, je pense, fait partie de l'élite des créateurs NBA. C'est pour ça que cette vidéo, j'avais vraiment envie de la faire maintenant pendant que la hype des playoffs bat son plein. Mais n'oubliez pas, continuez à voter sur Instagram, je viens de lancer un sujet dans le canal là pour le choix de la prochaine grosse vidéo avec 6 sujets bien lourds. Donc ouais, allez me suivre sur Insta, et puis tant qu'à faire, abonnez-vous ici aussi parce que vous le savez, avec les playoffs, tout peut aller très vite sur cette chaîne. Mais ouais, pendant que vous faites ça aujourd'hui, je vais vous rappeler que j'avais envie de parler de Donovan Mitchell. Parce que plus je le regarde, plus je trouve son statut bizarre. Le mec performe en playoff, Cleveland avance, il répond présent tous les soirs, il fait jouer les autres, et pourtant, on dirait qu'il manque toujours un truc dans la façon dont on parle de lui, comme si son niveau était devenu acquis, rien de plus, comme si à force d'être fort depuis si longtemps, Spida avait fini par devenir presque trop normal. Et honnêtement, avec la post-season qu'il est en train de faire, je me dis qu'il va peut-être falloir commencer à parler de lui un peu différemment. Alors installez-vous tranquillement, prenez une petite boisson, on a encore un très gros sujet qui nous attend aujourd'hui. Ouais les gars, là il est vraiment temps de parler de Donovan Mitchell. Plus j'y pense, plus je trouve son cas assez fou. Cleveland retourne en finale de conférence pour la première fois depuis le départ de LeBron. Les Cavs viennent de sortir Détroit, numéro 1 à l'Est dans une série bien crade, bien physique, en 7 matchs. Et Mitchell, au milieu de tout ça, tourne encore autour des 28 points. Franchement, dans beaucoup d'autres cas, on serait déjà en train de refaire toute sa place dans la hiérarchie de la NBA. Là, j'ai pas cette impression, on dirait juste qu'on lui dit « bien joué Donovan » et qu'on passe à la suite. C'est injuste. Après, tranquille, faut être précis, je dis pas non plus que Donovan Mitchell est totalement ignoré. Le gars est All-Star quasiment tous les ans, il a déjà été All-NBA, tout le monde sait qu'il est fort. Mais justement, le problème est là, on sait qu'il est fort, mais on n'en fait rien. Là où d'autres joueurs déclenchent des débats interminables pour beaucoup moins, Spida a presque un problème d'excellence constante. Il est très fort tout le temps, donc les gens ne réagissent plus, ils le connaissent. Puis aussi un vrai problème d'époque avec lui, je pense. Aujourd'hui, pour devenir une superstar NBA mondiale, t'as presque l'impression qu'il faut être plus qu'un joueur. Il faut un narratif qui tourne partout en boucle, une fanbase qui part à la guerre pour toi, des débats tous les 2 jours, une image qui dépasse le terrain. Mitchell, lui, c'est pas très spectaculaire de ce point de vue-là. Il joue, il score, il gagne des matchs, il assure en play-off, et voilà. Pas de cinéma permanent, pas de personnage énorme, pas ce côté médiatique qu'on colle à certains joueurs. Résultat, actuellement, il se retrouve dans une zone grise que je trouve bien chelou à comprendre. Quand il arrive en NBA, toute la lumière appartient encore à LeBron, Curry, KD, Harden, Kawhi. Puis juste derrière, débarquent Luka, Shea, Edwards, Wemby, Brunson, Haliburton, et eux sont immédiatement au cœur des nouvelles histoires que la ligue aime raconter. Mitchell s'est retrouvé entre ces 2 générations, jamais le nouveau phénomène de hype, jamais totalement l'ancienne superstar installée non plus, alors qu'en termes de niveau pur, ça fait des années qu'il appartient à cette discussion-là, et je pense que c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, même après avoir éliminé la tête de série numéro 1 et envoyé Cleveland en finale de conf, la réaction générale reste presque ok, c'est solide, mais rien de plus. Sauf qu'en vrai, si on ouvre les yeux, moi je trouve que ce qu'il fait mérite beaucoup plus de bruit que ça. Et pour comprendre pourquoi ce bruit est mérité, faut revenir sur ce Game 7 à Détroit. Sur la feuille, Donovan Mitchell termine meilleur marqueur des Cavs avec 26 points, 6 rebonds et 8 passes. C'est très fort évidemment, mais le chiffre qui me parle le plus, c'est peut-être pas ses points, c'est ses 0 pertes de balles. Dans un match couperé à l'extérieur, avec toute l'attaque de Cleveland qui passe par lui, le mec crée, attaque, distribue, absorbe la pression et ne perd pas un ballon. Aucun déchet, balèze. Ça pour moi, c'est une statistique qui est digne d'un patron, un vrai.
Le début de match dit beaucoup de choses. Mitchell n'arrive pas en mode écartez-vous, je vais tout régler tout seul. Première possession, il sert Mobley pour un alley-oop. Derrière, il trouve Allen près du cercle, puis encore Allen sur une action en hauteur. En gros, il commence son Game 7 en mettant ses intérieurs dans le match, pas en forçant ses tirs, et ça se sent tout de suite, parce qu'autour de son playmaking, Cleveland rentre dans son match en toute confiance. Et pour ceux qui auraient tendance à penser qu'il stagne, je suis pas d'accord, parce que c'est là-dessus qu'on voit le plus son développement et sa progression. Avant, Mitchell pouvait donner l'impression d'un joueur capable de gagner un match en prenant feu, mais aussi parfois en se perdant dans son propre hero ball. Là, c'est autre chose. Il sait quand calmer le jeu, il sait quand accélérer, il sait quand aller chercher son tir, et surtout, il sait quand faire vivre les autres. Allen finit avec plus de 20 points, Mobley fait un gros match complet, Merrill sort du banc et plante aussi plus de 20 points. Évidemment qu'ils ont du mérite, mais cette fluidité collective, elle tombe pas du ciel. Mitchell a réussi à fluidifier l'attaque de Cleveland en mettant tous ses coéquipiers sur la bonne route. Le déroulé du match confirme exactement ça. Les Cavs prennent vite les commandes. Détroit essaye de remettre un petit coup de pression au début du deuxième quart, et Mitchell répond sans paniquer. Un lay-up, une passe pour Mobley, l'écart repart. Puis dans le troisième quart, quand il faut vraiment tuer le match, il change de costume et inscrit 15 points sur la période. C'est ce que j'aime dans cette performance. Il ne score pas pour exister ou pour faire parler de lui, il score quand le match lui demande de scorer. Avant déjà, il connaissait des énormes coups de chaud, et c'était excellent, mais aujourd'hui, je trouve, il a vraiment les capacités de prendre en main le destin d'une série. Et même le contraste avec Harden raconte quelque chose. Attention, le but c'est pas de dire que le barbu est inutile, parce qu'il organise, il attire encore l'attention, et Cleveland profite largement de ses coups de chaud. Mais offensivement, son match 7 est compliqué, avec moins de 10 points, et une adresse très sale. Dans ces moments-là, la vraie clarté, elle vient de Mitchell. Quand il faut choisir entre attaquer, servir Allen, ressortir vers un shooter, ou simplement ralentir, c'est lui qui donne le tempo. Franchement, ce Game 7 résume vraiment ses playoffs, je trouve, parce que c'est un match qu'il a su contrôler sans pour autant avoir à mettre 50 points. Là, c'est plus subtil et peut-être même plus intéressant. Il porte Cleveland en gardant tout le monde dans le match. Les Cavaliers finissent avec plus de 30 passes décisives, une attaque propre, très peu de pertes de balles, et cette sensation assez rare dans un match 7. Ils savent ce qu'ils font. Pour moi, là, on n'est plus juste sur un scoreur explosif, on est carrément sur un leader d'équipe, un franchise player. Et ça, à mon sens, c'est une évolution énorme dans sa carrière. C'est aussi pour ça qu'il faut faire attention à la façon dont on parle de ces Cavs. Non, les coéquipiers de Spida ne sont pas une bande de peintres, ce serait beaucoup trop facile de raconter que Mitchell joue tout seul au milieu du désert. Harden apporte de la création, Mobley est énorme défensivement, Allen fait un taf monstrueux près du cercle, Strus, Merrill ou Wade peuvent punir de loin, Schroeder peut dynamiter en sortie de banc, franchement il y a du monde. Mais tout ce petit monde a besoin d'un cadre offensif clair, et ce cadre-là, désolé, mais c'est Spida et personne d'autre qui l'apporte. Harden par exemple c'est le cas le plus délicat. Sur ses playoffs, il aide vraiment Cleveland. Il crée, il passe, il provoque des fautes, il calme certaines séquences. Donc non, je vais pas faire comme s'il était rincé ou inutile. Par contre, quand la température monte, il reste cette irrégularité qu'on connaît trop bien. Et à chaque Game 7 direct, on sait que c'est difficile de compter vraiment sur lui. Donc oui, Harden aide sur certaines séquences ou certains matchs, mais il est loin d'être le patron, et encore plus dans les matchs où ça compte vraiment. Pour Mobley aussi, il faut savoir être un peu nuancé. Défensivement, c'est un monstre, il protège le cercle, il peut couvrir énormément d'espace, il peut switcher, il peut gommer les erreurs de ses potes, et même offensivement, il peut faire mal quand il reçoit le ballon dans ses zones préférentielles. Son Game 7 contre Détroit à 21 points est très solide par exemple, mais dès qu'on lui demande de créer tout seul sur plusieurs possessions, là, on voit encore ses limites. En gros, c'est pas le mec qui peut porter ton attaque quand t'es en galère, et c'est exactement la même chose pour ce qui est de Jarrett Allen, en encore plus flagrant. Allen est précieux, vraiment, dans son rôle, il peut être exceptionnel, il finit au-dessus du cercle, il pose de bons écrans, il roule fort vers le panier, il met de la pression physique, il prend du rebond, il offre une cible verticale immense à ses coéquipiers, mais pour que ce joueur-là soit au maximum, il faut quelqu'un qui lui donne le ballon dans le bon timing, il faut attirer deux défenseurs, il faut fixer l'intérieur adverse, il faut créer l'angle de passe aussi, le bon angle de passe. Et devinez qui fait mieux ça que tout le monde à Cleveland, et bah c'est Donovan Mitchell, évidemment. Puis les shooters, c'est la même histoire, ils sont bons, ils sont adroits, mais ils sont aussi ultra dépendants d'un créateur élite. Merrill peut prendre feu, Strus apporte du volume, Wade étire le terrain, mais ces mecs-là deviennent surtout dangereux quand la défense est déjà en retard, quand Mitchell pénètre, force une aide, un décalage et oblige toute la défense à se resserrer autour de lui. Donc même quand les Cavaliers donnent l'impression de jouer un basket très collectif, très propre, très fluide, très souvent, le point de départ c'est Spida. Là j'ai entendu, après ce match 7, certains considèrent Donovan Mitchell comme un sauveur, mais pour moi c'est même pas le mot. Cleveland, c'est pas une équipe nulle que Mitchell traîne sur son dos, il y a de la défense, de la taille, du shoot, de l'expérience. Par contre, oui, c'est Mitchell qui donne du sens à tout ce que cette équipe produit. Sans lui, les qualités existent toujours, mais ça devient beaucoup plus archaïque. Allen n'a pas les bons ballons, Harden doit forcer, Mobley doit créer davantage, les shooters ont moins de tirs ouverts, et en playoff, ce genre de détail te sacrifie presque automatiquement. Donc non, je le répète, les Cavs ne sont pas nuls autour de lui, c'est pas du tout l'objet de mon propos.
Mais sans un Donovan Mitchell à ce niveau, Kenny Atkinson ne mène probablement pas Cleveland en finale de conférence, parce que plus que n'importe qui, c'est Mitchell qui donne une direction à l'attaque. Il décide quand il faut accélérer, quand il faut servir Allen, quand il faut ressortir vers un shooter, quand il faut prendre le tir difficile. Il fait les bons choix, c'est ça qui fait toute la différence. Les autres peuvent briller, et ils l'ont fait, mais très souvent, ils brillent parce que Mitchell leur montre la voie, il leur donne l'opportunité. Si ça c'est pas porter une équipe, être son patron, être son franchise player, je sais pas ce que c'est. Le gars peut tourner à presque 28 points en saison, remettre quasiment le même tarif en playoff sur toute sa carrière, et au bout d'un moment, tout le monde traite ça comme si ce n'était même pas un peu spécial. Je suis pas d'accord, un extérieur qui garde ce volume-là sous la pression, quand le jeu se tend et quand chaque tir devient plus dur, c'est extrêmement rare. Sauf qu'on s'est tellement habitué à ça avec lui que ça ne choque même plus personne, et ça me rend dingue. Parce qu'il y a des joueurs qui peuvent enflammer la NBA sur une grosse semaine, faire 3 highlights, 2 grosses perfs consécutives et on voit plus que sur les réseaux. Mitchell, lui, t'as parfois l'impression qu'il doit faire un truc historique pour qu'on ose dire son nom. Après oui, bien sûr qu'il est reconnu, bien sûr qu'il est respecté, mais il mérite plus. C'est bien de dire oui, il est fort, mais il faut vraiment mesurer ce que ça veut dire. Et je pense aussi que son profil ne l'aide pas et joue pas mal là-dedans. Mitchell n'est pas un alien physique comme Wemby, c'est pas une machine à triple-double comme Luka, il a pas le statut de MVP de chez, il n'a pas l'aura spectaculaire d'un Edwards, il n'a pas non plus le Madison Square Garden derrière lui comme Brunson à New York. Lui, c'est un arrière explosif, très fort en pull-up, très fort pour attaquer le cercle, très fort pour créer son tir. C'est spectaculaire, bien sûr, mais c'est pas forcément ce qui fait le plus kiffer les médias, ni les fans. Aujourd'hui, faut s'en rendre compte, l'histoire qu'on raconte autour de toi compte presque autant que ton niveau. Puis Spida a peut-être une image un peu lisse aussi, il passe pas son temps à provoquer, à nourrir des polémiques ou à se construire un personnage qu'il n'est pas. Même les rumeurs autour de son avenir n'ont jamais vraiment transformé son image. Il reste avant tout un basketteur, et dans une ligue où le narratif prend parfois autant de place que les performances, ça peut presque te rendre moins visible. C'est dur à dire, mais être sérieux tout le temps, et être bon tout le temps finalement, c'est peut-être moins vendeur. Du coup, Mitchell se retrouve dans une zone un peu bâtarde. Il surprend plus personne, tout le monde sait qu'il est fort, mais il n'a pas encore cette aura qui fait qu'on le cite automatiquement avec les plus grands noms. Résultat, on parle de lui comme d'un excellent joueur, ce qui est vrai, sauf qu'on oublie parfois que son niveau réel est beaucoup plus proche de l'élite que ce que l'on a tendance à penser. Pour moi, c'est ça la banalisation. Pas dire qu'il est moyen, juste s'habituer à un truc qui normalement devrait constamment nous impressionner. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu du fait qu'il faudrait davantage le respecter, j'aimerais rappeler un truc simple. Ce truc simple, c'est que Donovan Mitchell a toujours répondu présent en play-off, toujours. Il a compilé de gros matchs sur un bel échantillon, avec plusieurs équipes, plusieurs contextes, plusieurs adversaires. Donc non, on parle pas juste de 3 cartons isolés qu'on ressort des archives pour trouver une justification. Depuis le début, Spida a montré qu'il pouvait jouer à très haut niveau, même au printemps, quand les défenses s'intensifient. Être bon dans les grands moments, c'est quelque chose d'assez unique, et dès sa saison rookie, pourtant, il a prouvé qu'il pouvait être fait de ce bois-là. En 2018, il découvre les playoffs avec Utah et il participe à sortir OKC, pas une petite équipe random, hein. Westbrook, Paul George, Carmelo Anthony et Mitchell, rookie, met près de 30 points de moyenne sur la série, avec un Game 6 à 38 points pour assurer la qualification. À ce moment-là, il n'est pas censé être déjà prêt pour ça, il n'est pas censé porter une attaque en playoff, et pourtant il le fait, avec succès. Et puis en 2020, lors de la bulle à Disney, c'était peut-être l'apex, c'était de la folie. La série contre Denver, c'est un délire offensif. Mitchell tourne à plus de 36 points de moyenne sur 7 matchs, il commence avec 57 points, puis remet 51 points quelques jours plus tard dans son duel fou avec Jamal Murray. Et parfois, j'ai l'impression qu'on réduit cette série seulement à un souvenir bizarre de la bulle, un peu nostalgique. Mais non, c'est plus que ça. Le niveau d'exécution était réel, la pression était réelle, et le message était clair. Mitchell pouvait scorer à un niveau historique en play-off. Et la preuve que c'était pas juste un moment isolé, c'est qu'en 2021, ça s'arrête pas tout ça. Face à Memphis, il revient de blessure, et le Jazz retrouve tout de suite son moteur offensif. Puis contre les Clippers, malgré une cheville diminuée, il monte à près de 35 points de moyenne sur la série. Oui, Utah perd à la fin, mais réduire cette élimination au perf de Mitchell, ce serait injuste. Conley est diminué, la création secondaire manque, les Clippers trouvent des line-up plus petits, Gobert se retrouve surexposé, et la défense extérieure du Jazz craque beaucoup trop souvent. Mais Mitchell, lui, il assure individuellement. C'est là qu'avec le recul, je trouve que bien souvent, on a dû être un peu injuste dans notre façon de le considérer. Parce que Utah avait une vraie belle équipe évidemment, beaucoup de shoots, une défense construite autour de Gobert, des résultats qui suivaient en saison en plus. Mais quand les matchs devenaient sales et qu'il fallait casser une défense sur une seule possession importante, le ballon revenait encore et toujours à Spida. Après ok, en 2022 il a manqué d'efficacité, sauf que c'était compliqué je trouve dans cette équipe du Jazz en fin de cycle, et ça compte dans le dossier mine de rien, mais ça doit pas effacer tout le reste.
Son plus gros problème, c'est que malgré ses très belles performances, jusqu'à cette année, il n'avait jamais vraiment connu de gros run en playoff. Et en NBA, on sait comment ça marche. Tu mets 50 points, ton équipe perd, ça sert à rien, on t'oublie. T'en mets 35 et ton équipe va loin, là ça devient une preuve. Mitchell à Utah s'est souvent retrouvé du mauvais côté de cette histoire. Pas parce qu'il était absent au printemps, plutôt parce que le Jazz, une fois arrivé très haut, avait trop tendance à tomber sur un os. Donc oui, ce serait vraiment malhonnête de dire que Donovan Mitchell a attendu 2026 pour devenir un monstre en playoff. Par contre, je suis complètement d'accord pour dire que depuis sa saison rookie, il a fait de vrais progrès, et ça devrait mettre un petit peu plus de lumière sur lui également. Mitchell n'a pas perdu son explosivité, il a toujours ce gros premier pas, ce pull-up, cette capacité à te punir sur un tir compliqué quand la possession part en live. Mais aujourd'hui, il ne joue plus seulement en ISO contre son défenseur, il joue contre toute l'équipe adverse, il lit mieux les aides, il attend que le pivot adverse fasse un choix, il voit quand le corner se libère et il comprend quand il est temps de servir Allen ou Mobley. Et ça c'est un énorme step je trouve, digne d'un franchise player. Après, ok, il prend encore des tirs difficiles, mais heureusement, en playoff, il faut des mecs capables de mettre des paniers inattendus, c'est le jeu. La différence, c'est qu'aujourd'hui, Mitchell donne moins l'impression de forcer. Il attend un peu plus, il regarde où est l'aide, il cherche d'abord où se situe l'avantage, et si besoin, là, ok, il peut toujours finir par lui-même. En gros, oui, il est toujours aussi dangereux, mais il est devenu plus patient. Avec le temps, il a appris à connaître ses coéquipiers, et peu à peu, il a réussi à trouver comment servir Allen, Mobley, les shooters ou les autres dans les meilleures situations possibles. À Utah, on lui demandait de se débrouiller seul et basta. À Cleveland, il est devenu le moteur offensif de toute l'équipe. Et ça, désolé, c'est pas juste du talent, c'est aussi de la maturité. Après, défensivement, on va rester honnête. Mitchell n'est pas un lockdown et il ne sera probablement jamais. Il peut encore être ciblé, surtout vu l'énergie qu'il met en attaque. Mais le présenter comme un trou noir défensif, ce serait abusé. Il fait des efforts, il peut couper une ligne de passe, mettre un contre. Et surtout, les Cavaliers n'ont vraiment pas besoin de sa part qu'il soit le meilleur défenseur de l'équipe. Avec Mobley et Allen qui protègent la raquette derrière lui, le rôle de Mitchell est assez clair. Être sérieux, ne pas se jeter, tenir un peu, puis porter l'attaque à un niveau que personne d'autre dans l'effectif ne peut atteindre. Dans ce cadre-là, ses limites défensives deviennent beaucoup plus acceptables, parce que ce qu'il apporte de l'autre côté en termes de création, de rythme, de scoring et de lecture, ça change complètement le plafond de Cleveland. Maintenant, le prochain problème pour lui et ses Cavaliers s'appelle les New York Knicks. Cleveland n'arrive pas favori, les Knicks de Mike Brown ont plus de repos, l'avantage du terrain, une vraie dynamique collective et probablement OG Anunoby de retour pour rajouter encore du physique sur les lignes extérieures. Donc on va être clair, si les Cavs veulent passer, ou même juste faire douter New York, Mitchell devra encore faire des miracles. Et c'est là que ça devient intéressant parce que les Knicks ont de quoi l'embêter, clairement. Bridges peut l'user sur les montées de balles, OG peut lui mettre des coups de physique, Hart peut venir le bousculer, McBride est une teigne, New York n'a pas besoin de trouver une seule solution magique, ils peuvent alterner les match-ups, envoyer des aides, le trapper si besoin, et surtout l'obliger à lâcher la balle plus tôt que prévu. Ça va être le vrai test. Est-ce que Spida peut réussir à punir les prises à deux sans tomber dans le forcing ? Parce que si les Knicks le privent de ses zones préférées et Cleveland panique derrière, New York va très vite prendre le dessus. Mais si Mitchell trouve Allen dans le bon timing, s'il ressort vers Strus ou Merrill quand il faut, s'il donne le ballon à Mobley au bon endroit, là, les Knicks vont hésiter. Et une défense qui hésite, même une grosse défense, c'est une défense qui fait des erreurs. Dans cette optique, le pick and roll avec Jarrett Allen peut devenir une clé super importante. Parce que quand Mitchell prend un écran, la défense doit faire un choix. Si le défenseur passe dessous, Spida peut sanctionner en pull-up. Si l'intérieur monte trop, Allen plonge vers le cercle et sanctionne. Si l'aide arrive, les shooters se retrouvent libres dans les corners. C'est exactement ce qui rend Mitchell dangereux. Il n'a pas besoin de prendre feu, il a juste besoin de choisir la bonne arme au bon moment, et là-dessus il est devenu très fort. Par contre, faut pas raconter n'importe quoi non plus. Ce pick and roll, aussi fort soit-il, ça va pas suffire pour venir à bout des Knicks. Parce qu'avec eux là, sur le papier, on parle quand même d'une équipe qui, a priori, a bien plus de qualité que Détroit. Plus d'expérience, plus de discipline, plus de joueurs habitués à l'intensité des playoffs et surtout une attaque qui peut punir chaque erreur. Brunson arrive avec une confiance énorme. Towns, cette saison, fluidifie beaucoup de choses et le Madison Square Garden peut très vite transformer un temps faible en enfer pour Cleveland. Donc non, je suis pas en train de vous dire que les Cavs vont éliminer New York à coup sûr. Je dis juste que si Mitchell continue à ce niveau, cette série peut finalement devenir bien plus compliquée et bien plus serrée que prévu. S'il arrive à faire basculer un match, puis un deuxième, qui sait, le momentum peut vite changer. Maintenant, on va pas s'enflammer. Je suis pas en train de vous dire que Donovan Mitchell est le meilleur joueur du monde, qui va finir MVP et qu'il est top 3 NBA. Par contre, un joueur 7 fois All-Star, déjà All-NBA, première option d'une équipe en finale de conférence, on peut pas juste le traiter comme un très bon joueur de plus un peu lambda. Et je trouve qu'on peut aussi respecter Spida pour ce qu'il est, sans pour autant en faire beaucoup trop. Évidemment, il a pas le palmarès individuel ou collectif de Jokic, il n'a pas non plus la domination statistique de Luka, le statut de MVP de Shea,
clichés, le sourire de Ant-Man ou l'aura complètement folle de Wemby, très bien. Il n'a pas non plus le passif d'un Tatum ou le soutien populaire d'un Brunson, ça me va. Mais on peut dire ça sans le rabaisser. L'élite de la NBA, c'est pas juste quelques mecs enfermés dans une pièce avec interdiction d'y rentrer. Un joueur capable de porter l'attaque d'une team ambitieuse, d'assumer son statut en playoff et d'afficher ce niveau depuis des années mérite au moins de taper à la porte, je trouve. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on a tendance à trop le considérer encore comme un scoreur unidimensionnel alors qu'il est vraiment devenu un patron. Oui, c'est pas un défenseur élite, oui, il a pas gagné de titre, et oui, il a pas encore joué de finale NBA, son CV n'est pas forcément le plus rempli, mais je pense qu'aujourd'hui on peut reconnaître qu'on a peut-être eu tendance à un peu trop banaliser un joueur rare, un mec qui portait Utah, qui porte maintenant Cleveland, qui est toujours très bon en playoff, qui continue de progresser et dont on parle pourtant bien trop peu. J'ai l'impression qu'avec Spida, d'une année après l'autre, on oublie tout et on attend juste qu'il fasse une nouvelle dinguerie en playoff pour se rappeler à quel point il est fort. Et franchement, je trouve ça dommage. Pour moi, c'est un mec qui aurait dû assurer sa place parmi l'élite des créateurs de la NBA depuis un moment déjà. Il est pas tout en haut de la pyramide, ok, mais je pense qu'il est quand même bien au-dessus de ce que la rumeur populaire laisse penser. Et maintenant qu'il a qualifié en patron son équipe en finale de conférence, on verra ce qu'il fait à ce niveau-là, mais j'espère que la vision autour de lui va vite changer en positif. D'ailleurs, justement, tout ça, ça va être super intéressant de voir ce que vous en pensez maintenant. Vous le trouvez sous-coté, Spida, sur-coté, ou alors coté à sa juste valeur? Est-ce que vous pensez que maintenant, il a suffisamment fait ses preuves et qu'on doit lui trouver une place parmi l'élite des créateurs de la ligue? Et si oui, comment vous expliquez qu'on parle si peu de lui dans les médias? J'ai envie de savoir, alors dites-moi tout ça en commentaire, je veux vous lire. Ensuite, si la vidéo vous a plu, pensez à la booster s'il vous plaît, ça la pousse énormément dans l'algorithme et ça apporte une force de ouf. Enfin pareil, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à cette chaîne, l'actualité NBA est très dense en ce moment, il y a beaucoup de vidéos qui sortent et ce serait dommage de manquer ça. Allez, merci pour tout la team, et nous on se retrouve dès maintenant juste en dessous dans la section commentaires.